Bonjour à toutes et à tous, permettez-moi de me présenter, Giovanni Picasso. Je suis responsable pédagogique à Cap-Sup Droit dans la filière de la préparation à l'examen d'entrée à l'école des avocats. Et nous inaugurons aujourd'hui une rubrique que nous avons intitulée Actualité et qui aura pour finalité de faire le plus souvent possible le focus sur des décisions, sur des dispositions législatives ou réglementaires, sur des opinions doctrinales, peut-être un peu moins, mais sait-on jamais, mais en tout état de cause, toujours en rapport avec l'objectif de votre préparation, soit pour les écrits, soit pour le grand oral, et notamment les droits et libertés fondamentaux. Nous inaugurons aujourd'hui cette chronique par une décision de la 3e chambre civile. Alors elle est particulièrement remarquée puisque énormément de personnes l'ont commentée à ce jour, donc en très peu de temps, et elle est en plus promise aux honneurs du rapport annuel de la Cour de cassation, puisqu'elle est affublée de la lettre R. Je vous précise que vous pourrez trouver l'intégralité de cette décision grâce au lien qui est sur la page. Ça vous permettra de voir plus en détail les différents points que je vais vous expliquer. Cet arrêt du 17 septembre 2019, rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation, avait pour cadre un contrat de bail civil qui relève de la loi de 1989. Le propriétaire, souhaitant reprendre l'appartement, a délivré un congé pour reprise à son locataire. À la suite de ce congé, un contentieux se met en place et le propriétaire va finir par apprendre que le locataire, par le truchement de la plateforme de location saisonnière, alors on va la citer Airbnb, donc il va apprendre que son locataire a loué pendant plusieurs années, en tout cas sous-loué pendant plusieurs années le bien pour pratiquement 30 000 euros de sous-loyer. Alors l'apprenant, eh bien, il prétend à ce que ces sommes lui soient reversées et c'est ce point précis que nous allons étudier. En première instance, le propriétaire va agir sur le fondement du droit des contrats. Et notamment, il va considérer que le non-respect de l'interdiction de sous-louer constituait une faute de la part de son locataire. Et ce dernier lui devait, à ce titre, la réparation de ce manquement contractuel et il réclame les quasi 30 000 euros de sous-loyer. La juridiction du premier degré va rejeter cette demande au motif que même s'il y a faute du locataire, cette faute ne peut conduire qu'à une sanction contractuelle relevant finalement de la résiliation du contrat. Toutefois, le propriétaire n'est pas intéressé par cette solution puisqu'il est déjà, lui, dans une rupture du contrat de bail dans la mesure où il a délivré congé. La juridiction du premier degré considère qu'il ne démontre pas un préjudice et rejette ainsi sa demande. Il interjette appel, mais cette fois-ci, et c'est intéressant je pense pour vous, et notamment la préparation de vos épreuves écrites, il change son argumentation et va sur le terrain du droit des biens. Il quitte le terrain du droit des contrats, il va sur le terrain du droit des biens, et cette fois-ci, il prétend au remboursement des sous-loyers au titre de son droit de propriété, au motif que ces sous-loyers pourraient être qualifiés de fruits. La Cour d'appel va faire droit à cette demande et cette fois-ci, c'est le locataire qui va former un pourvoi en cassation. Ce dernier soutient devant la Haute Cour que les sous-loyers ne peuvent pas être qualifiés de fruits, seuls les loyers dont il s'est acquitté pendant de nombreuses années peuvent bénéficier de cette qualification et dès lors il n'y avait pas de fondement juridique à la décision de la Cour d'appel pour qualifier ces sous-loyers de fruits. La Cour de cassation va sèchement
rejeter cet argument et nous gratifier d'un attendu de principe que je vais quand même vous rappeler précisément. Voilà, elle nous dit, alors bien entendu, en partant du postulat qui était celui de cette affaire, qu'il n'y avait pas d'autorisation à la sous-location, bien entendu, mais ainsi, en l'absence d'autorisation, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire. Alors je crois que c'est ce point qui est sans aucun doute le plus intéressant pour le droit des biens, puisque finalement, les sous-loyers vont être qualifiés de fruits, mais par le mécanisme assez particulier du droit des biens, qui profite naturellement au propriétaire, qui est celui de l'accession. Donc cette solution apportée par la Cour de cassation qui nous paraît particulièrement importante, j'en veux pour preuve qu'un grand nombre d'auteurs, et la liste ne sera pas exhaustive, un grand nombre d'auteurs se sont intéressés à cet arrêt. Je vais vous citer les principaux titres, alors vous retrouverez toutes les références sur la page internet, mais vous allez voir qu'effectivement les intitulés sont particulièrement révélateurs et nous essaierons par la suite d'en dégager tous les intérêts pour la préparation à votre examen d'entrée à l'école des avocats. Alors, je cite: sous-loyer de point le fruit défendu au locataire est recueilli par le propriétaire, Dimitri Outsieff. Le droit des biens, la rescousse des bailleurs, Jean-Denis Pellier. Bien mal sous-loué profite au propriétaire, Benoît Gimon-Prez. Peut-être encore mieux, les fruits défendus ou comment être chassé du paradis de la sous-location interdite, par le professeur Joël Monéger. Ainsi, pour les postulants au CRFPA, cette solution, selon nous, présente trois principaux intérêts. Le premier, la matière civile, qui, je vous le rappelle, est une spécialisation, puisque, vous l'aurez compris, il intéresse le droit des biens, il intéresse le droit des contre-aspects par le truchement du contrat de bail relevant de la loi de 1989. Le deuxième intérêt va concerner tous les postulants, puisqu'il relève du droit des obligations. Nous verrons qu'il y a quelques aspects intéressants pour le droit des obligations. Et enfin, nous ferons une petite digression vers, et là aussi ça intéressera tous les postulants, une petite digression vers l'épreuve du grand oral, parce que je pense qu'on peut aussi s'intéresser aux droits et libertés fondamentaux, cette fois-ci par le truchement du droit de propriété. Premier point, donc, la matière de spécialisation civile. Alors, pour le droit des biens, l'essentiel a été dit, me semble-t-il, puisque nous apprenons que pour la Cour de cassation, les sous-loyers deviennent des fruits par le mécanisme de l'accession. Donc bien entendu, si vous étiez confronté à un cas pratique qui reprendrait ce contexte, eh bien naturellement, vous pourriez invoquer le mécanisme de l'accession qui, bien entendu, autorise le propriétaire à prétendre au remboursement des fruits qui auraient été perçus par un possesseur ou un détenteur de mauvaise foi. Je rappelle bien entendu que le locataire savait qu'il n'était pas autorisé à faire de la sous-location. Le second intérêt pour la matière civile va concerner les contrats spéciaux et notamment le contrat de bail, car je rappelle que dans le Code civil, vous avez les dispositions générales du contrat de bail et pour le bail civil réglementé, ce qui était le cas dans notre espèce, vous avez la loi de juillet 1989. Alors, il est intéressant de constater en l'espèce que, bien entendu, c'est la loi de juillet 89 qui s'appliquait, et plus spécialement son article 6, puisque cet article, impose au locataire d'être expressément autorisé pour procéder à des sous-locations. Ce n'était pas le cas en l'espèce, donc bien entendu, la sanction est tombée. En revanche, si la loi de 89 ne s'était pas appliquée, ce qui est assez rare, il faut bien le dire aujourd'hui,
on aurait appliqué les dispositions générales du Code civil, et notamment l'article 1717, qui là inverse finalement la règle. À défaut d'interdiction, le locataire peut sous-louer le bien. Bon, c'est important de le rappeler. Vous pouvez être confronté dans un cas pratique justement à cette fameuse question: est-ce que j'applique les règles générales ou est-ce que j'applique le texte spécial? Bien entendu, à défaut de précision, vous devez envisager les deux hypothèses, et la plupart du temps, on va vous parler d'un bail civil qui a été conclu pour 3 ans, et là, vous ferez application de la loi de 89, qui est la loi qui réglemente le bail civil aujourd'hui. Le deuxième intérêt va, me semble-t-il, concerner le droit des obligations. Alors, outre ce que nous avons dit précédemment, et notamment cette position de la juridiction de première instance face à la demande fondée uniquement sur le droit des contrats, où on a vu que finalement l'argument n'était pas bon, il fallait se placer sur le terrain du droit des biens, donc ça c'est important de toujours bien le vérifier. En revanche, un point intéressant, devant la cour d'appel, le locataire a tenté un argument qui, ma foi, était assez de bon sens, me semble-t-il, puisqu'il a tenté d'envisager l'enrichissement sans cause. Alors à l'époque, je vous rappelle que, bien entendu, on parlait de l'enrichissement sans cause pour ce quasi-contrat. Aujourd'hui, depuis la réforme des obligations, vous devez parler de l'enrichissement injustifié. Je pense que vous savez que la cause a été exclue en grande partie du Code civil. Voilà, donc enrichissement sans cause, enrichissement injustifié, c'était intéressant, puisqu'on peut se poser la question: comment se fait-il que ce propriétaire qui a perçu les loyers pendant de très longues années prétend en plus à obtenir le paiement de sous-loyers qui pourtant ont été collectés par le locataire? Eh bien, la réponse a été cinglante par la Cour d'appel, à tel point que l'argument n'a pas été repris devant la Cour de cassation. Cinglante dans le sens où, pour la Cour d'appel, la cause ou la justification, dirions-nous aujourd'hui, eh bien, réside dans le droit de propriété du bailleur. Point. Donc c'était un petit rappel quand même aux quasi-contrats qui font bien partie du programme de révision du droit des obligations. Je tiens à le rappeler. Pour finir, troisième et dernier intérêt, en prenant un peu de hauteur, l'épreuve du grand oral, et notamment la matière des droits et libertés fondamentaux. Alors bien entendu, on a à l'esprit les thèmes les plus récurrents, comme la laïcité, la liberté d'expression, comment dirais-je, le droit des détenus, etc. Mais bien entendu, n'oubliez pas que des droits tout aussi importants, reconnus fondamentaux, font aussi partie des sujets classiques que l'on rencontre au grand oral, et notamment le droit de propriété. Alors, j'en veux pour preuve que ce droit a été reconnu par le Conseil constitutionnel comme un droit fondamental. Je me permets de rappeler que l'article 2 de la DDHC de 1789 en a fait un droit naturel. L'article 17, un droit inviolable et sacré. Le Code civil lui-même, en 1804, avec l'article 544, l'a déclaré comme étant un droit absolu. Bon, je crois que ça c'est suffisant pour planter quand même l'importance de ce droit. Alors, bien entendu, ce n'est pas un droit illimité. Un certain nombre de restrictions peuvent être apportées en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme, notamment. J'en veux pour preuve un certain nombre de limitations au profit des locataires, notamment. Alors, dans cette confrontation qu'il peut y avoir entre le droit de propriété et le droit au logement, où notamment, eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu qu'il n'y avait pas une atteinte sanctionnable lorsque on imposait à un bailleur propriétaire, de maintenir le bail pour un locataire âgé, par exemple. C'est une disposition qui est bien connue. Bon, alors. Toutefois, bien sûr, pour revenir à notre décision, nous observerons que là,
la restriction n'a pas été admise. Autrement dit, si le locataire a bien un droit au logement, qui peut être relativement protégé, son droit au logement ne l'autorise pas au droit aux fruits. Je rappelle bien entendu que en sa qualité de locataire, il a l'usus du bien, mais il ne saurait bien entendu ne pas avoir l'usufruit. Voilà. Alors pour terminer, je me permettrai un petit conseil aux locataires qui ne sont pas autorisés à faire de la sous-location, et je leur demanderai de s'interroger sur cette question Airbnb or not Airbnb. Merci de votre attention et bon courage à tous.